Bonjour à tous, je m'appelle Abdelkader Bakti et je suis assistant en cardiologie au Change depuis plus d'un an maintenant. Je vais vous présenter un topo sur le choc cardiogénique aux soins intensifs. Alors, ça marche pas. Pardon. Alors, en introduction, c'est une pathologie rare, vous verrez par les données épidémiologiques, relativement grave et qui reste encore un enjeu majeur de la cardiologie à l'heure actuelle. Donc, en épidémiologie, on voit que 80% des chocs cardiogéniques sont liés à la maladie coronaire, que ce soit le STEMI ou le NSTEMI à haut risque, d'après des données récentes de 2015, des données européennes. Et 5 à 15% des STEMI se compliquent de chocs cardiogéniques, soit une incidence relativement faible. Concernant des données nord-américaines, c'est une étude sur 3000 patients, 16 centres sur une seule année entre 2017 et 2018. On voit qu'il y a à peu près 22% de patients admis pour choc cardiogénique et la majorité, 66%, non, pardon, 22% de patients admis pour choc, toute étiologie confondue, 66% de chocs cardiogéniques, et parmi les chocs cardiogéniques, il y a à peu près 50% qui sont liés à la maladie coronaire. Donc, que ce soit les données européennes ou nord-américaines, on est à peu près sur des mêmes ordres de grandeur. En termes de mortalité, on constate que dans les années 70, la mortalité était très importante, avec à peu près 80% de mortalité. Puis on a un plateau aux alentours de 50% entre les années 80 et tout récemment en 2016. Et puis là, en 2018, le NCSI collaborateur a publié une première analyse d'un travail sur une année avec une mortalité de 23%. Mais ces résultats sont à pondérer parce que c'est une seule année d'un travail qui est toujours en cours. Il faut juste retenir à peu près une mortalité de l'ordre de 50% aux États-Unis. En 2017, Étienne Pumira, avec le groupe Cubrea, a émis des données épidémiologiques sur la mortalité du choc cardiogénique lors d'hospitalisations aux soins intensifs, des données qui vont de 98 à 2012, et on constate que la mortalité oscille aux alentours des 50%, même il y a quelques années. Et lorsqu'on regarde les données pour l'insuffisance cardiaque ou la cardiopathie ischémique, on constate qu'on est là aussi aux alentours de 50%, et ce, malgré l'évolution de la pratique, l'évolution des techniques et des thérapeutiques médicales. En termes d'étiologie, la première reste la cardiopathie ischémique, et de nombreux papiers sont à ce propos et portent sur la cardiopathie ischémique. Puis après, d'autres étiologies diverses, la cardiopathie dilatée terminale, la cardiopathie valvulaire. On a eu récemment un patient jeune qui avait une insuffisance aortique sévère, qui a été opéré en semi-urgence, les arythmies supra- ou ventriculaires, la myocardite, les intoxications, par exemple les chimiothérapies. Là aussi, récemment, on a eu une patiente gravissime. Et puis, le modèle par excellence du choc cardiogénique reste le post-arrêt cardiaque. Comment est défini le choc cardiogénique? C'est, de manière simpliste, c'est une baisse du débit cardiaque avec une hypoperfusion clinique et biologique. Cliniquement, c'est défini par une pression artérielle systolique inférieure à 90 mm de mercure après remplissage adapté à 30 minutes, ou une pression artérielle systolique supérieure à 90 mm de mercure avec des inotropes, des vasopresseurs. Et il y a une composante clinique avec l'apparition de signes d'hypoperfusion clinique habituels, la confusion, la marbrure, l'oligurie, et biologique avec l'élévation notamment du lactate. Que ce soit différentes études ont émis d'autres définitions du choc cardiogénique, mais globalement, on constate que les trois papiers se rassemblent sur les paramètres hémodynamiques, avec la pression artérielle inférieure à 90 et une pression artérielle à plus de 90 avec des amines. Et puis, dans le choc trial, il y a des éléments hémodynamiques avec une baisse de l'index cardiaque inférieur à 2,2 avec des amines,
et des pressions capillaires à plus de 15. Et puis dans IABP Choc 2, ou les dernières recommandations de l'ESC sur l'insuffisance cardiaque, là on intègre des éléments biologiques comme le lactate ou l'élévation de la fonction rénale. La physiologie du choc cardiogénique est en somme assez complexe. Là, c'est un modèle basé sur la cardiopathie ischémique qui reste la pathologie prépondérante dans le choc cardiogénique et donc par conséquent là où il y a le plus de données. Il y a deux composantes à prendre en considération lorsque on a une dysfonction cardiaque, que ce soit systolique ou diastolique. Par exemple, dans le cas de la dysfonction diastolique, il y a une élévation de la PT-DVG responsable d'un œdème pulmonaire qui provoque une hypoxémie et donc une ischémie. Lorsqu'on a une dysfonction systolique... Ah bon? Je sais pas. C'est la mine. Et les autres, ils avant. On va réactiver les micros peut-être. Tu peux demander... Est-ce que vous pouvez réactiver vos micros et nous dire si vous voyez ou pas le diaporama? Oui. Nous, c'est bon. Ouais. Moi, c'est bon aussi. Moi, c'est tout bon. C'est bon. Ouais. Raoul, bah écoute, on continue. Je vais voir pour... je vais voir. Je peux y aller? Ah, d'accord. Et donc, dans l'autre versant reste la dysfonction systolique. On sait que le ventricule gauche a besoin de volume. Donc, lorsqu'il y a une dysfonction systolique, il y a une diminution du volume et par conséquent, une diminution du débit cardiaque qui provoque une hypotension, une hypoperfusion systémique avec une vasoconstriction périphérique compensatrice. Ça, la partie de droite, c'était l'ancien paradigme. Et puis, en 2003, Hochmann a intégré une nouvelle composante au choc cardiogénique avec une réponse inflammatoire responsable d'une élévation de radicaux libres qui est responsable elle-même d'une vasodilatation. Et donc, en fait, il y a une composante vasoplégique inhérente à chaque choc cardiogénique à bien garder à l'esprit. Donc, une fois qu'on a compris la physiopathologie du choc cardiogénique, il faut étiqueter le phénotype du choc cardiogénique parce qu'il n'y a pas un choc cardiogénique, mais plusieurs. Et on se base sur des données relativement simples, à savoir la congestion du patient, mais aussi l'état des résistances vasculaires périphériques. Nous, en cardiologie, ce qui nous intéresse le plus, et ce qui ressort le plus, c'est le patient qui est congestif, avec des résistances vasculaires périphériques augmentées, qui catégorifie le choc cardiogénique classique. Puis, il y a des composantes mixtes, ou le choc cardiogénique euvolémique. Et puis, dans ce cadre de figure, les patients qui sont secs mais ouverts, vasodilatés, ne sont pas des chocs d'origine cardiogénique, c'est notamment le choc septique ou le choc anaphylactique, mais à l'heure actuelle, c'est des choses qui ne nous intéressent pas. Bien sûr, il faut ne pas oublier que le choc cardiogénique peut passer de l'un à l'autre en fonction des comorbidités et de l'évolution de la maladie. Sauf que tous les chocs ne sont pas égaux. En effet, en 2019, assez récemment, le groupe SKY a proposé une stratification du choc cardiogénique en 5 échelles, allant du patient à risque, qui peut développer le choc cardiogénique, au patient du stade E, extrémiste, qui correspond à l'arrêt cardiaque. Donc, en détail, il y a avant le choc, donc le stade A, c'est les patients à risque, c'est ceux qui ne présentent aucun critère hémodynamique ou biologique de défaillance ou d'hypoperfusion. Classiquement, c'est la myocardite à mauvais VG, ou bien, par exemple, le patient qui présente un SCA-ST+ antérieur chez le diabétique. Ces patients sont globalement stables aux soins intensifs, mais peuvent s'aggraver. Le stade B, pour beginning, ce sont les patients insuffisants cardiaques, tachycardes, hypotendus, mais sans hypoperfusion, tant sur plan clinique que biologique, c'est le patient compensé.
Là, l'évaluation clinique est importante parce qu'il faut évaluer les résistances vasculaires systémiques, place prépondérante de l'échographie cardiaque pour avoir l'état basal du patient et sur le plan biologique, la valeur du lactate et de la SVO2. Mais comment pouvons-nous prédire que ces deux types de patients peuvent se dégrader? Là, vous avez un score que j'utilise en pratique quotidienne, l'Orbirisque Score. C'est un travail qui a été piloté par Vincent Auffray au CHU de Rennes avec l'équipe des Côtes d'Or sur 2 registres, le registre breton Orbi et le registre RICO des Côtes d'Or, avec en tout 6600 patients dans la cohorte de dérivation bretonne et 2500 dans la cohorte de validation des Côtes d'Or. Et en fait, c'était tous les patients admis pour un ST+, adressés en angioplastie primaire dans les 24 heures, sans choc cardiogénique. Et à l'issue de ce travail, il est ressorti un score qu'on appelle l'Orbirisque Score, allant de 0 à 24 points, comprenant 12 variables, l'âge, les antécédents d'AVC, la typographie de l'infarctus, l'admission KILIP. Et on constate que chez les patients qui ont un score à plus de 13, eh ben, ils ont une incidence prédictive de développer un choc cardiogénique d'au moins 30%. Comment se présente le score? Vous allez sur le site internet Orbirisque Score en tapant sur Google. Et là, je vous ai mis l'exemple d'un patient qu'on a eu récemment aux soins intensifs, qui avait 84 ans, qui a présenté un infarctus antérieur, tachycarde à l'admission, glycémie normale, sans no reflow ou slow flow lors de l'angioplastie, avec un peu d'insuffisance cardiaque. Et à la fin, on a sur cette courbe le score qui est automatiquement calculé, et on constate que chez ce patient, par exemple, il a un score à 16, soit une incidence de 30,7%. Patient à risque, et donc peut-être que lorsqu'on est confronté à ce type de patient, on fera un peu plus attention que le simple monotronculaire revascularisé très précocement, et son hospitalisation passe un peu comme une lettre à la poste. Puis arrive le choc avec le stade C. C'est le choc classique, c'est tous les patients du stade B, mais qui présentent une hypoperfusion biologique, mais aussi clinique. C'est à ce stade-là qu'il faut penser à introduire les inotropes ou les vasopresseurs, et peut même se discuter en fonction de l'étiologie de la cardiopathie, l'assistance circulatoire. Le stade D, c'est pour deteriorating and doom, c'est les patients qui échappent aux inotropes et développe une défaillance multiviscérale. Et puis le stade E, c'est le stade extremis, arrêt cardiaque. Ici, très récemment, a été publié en 2019 dans le JACC une étude rétrospective entre 2007 et 2015 sur 10 000 patients admis aux soins intensifs, et on constate que plus le patient est sévère, plus la mortalité, notamment intra-hospitalière, est importante, donnée qu'on pourra garder à l'esprit lors d'évoquer les thérapeutiques. Une fois qu'on a identifié le choc cardiogénique, la base de notre travail, c'est d'évaluer le patient pour le mettre dans la bonne case et éviter le retard diagnostique, et donc par conséquent le retard de prise en charge. Donc l'évaluation du patient passe dans un premier temps par l'évaluation clinique, avec la recherche de signes de bas débit et d'hypoperfusion, les données habituelles, la pression artérielle moyenne inférieure à 65 mm de mercure, un peu plus délicate, notamment chez nos patients qui sont une population un peu plus âgée, l'agitation, la confusion. On peut souvent, par raccourci, on se dit, bon, il est hospitalisé, il est confus parce qu'il est sorti de son environnement, mais c'est aussi un élément à prendre en considération. Les signes habituels, les marbrures, les extrémités froides, la douleur abdominale, signe d'un bas débit digestif, et bien sûr l'oligurie avec 2 définitions, soit 30 ml/h ou 0,5 ml/kg/h. Et puis sur le plan biologique, bien sûr, il y a l'insuffisance rénale, l'insuffisance hépatocellulaire, l'ETP, mais je vais accorder un peu plus d'importance à 2 éléments, le lactate ou SVO2 ou SCVO2. Donc, le lactate, il traduit en fait une dysfonction cellulaire. Lorsqu'il y a une hypoxémie tissulaire, il y a une augmentation du métabolisme anaérobie, et donc par conséquent une hyperlactatémie compensatrice.
il a été défini un seuil de facteur de mauvais pronostic, une augmentation de la morbimortalité avec une hyperlactatémie supérieure à 2 et surtout un élément persistant qui est de mauvais pronostic chez les patients. Et puis, avec les travaux, a été développé le concept de clearance du lactate avec un monitorage progressif toutes les heures ou toutes les 4 heures du lactate avec une mortalité moindre chez les patients qui ont une décroissance de plus de 20% de la valeur initiale du lactate en 2 heures. Et puis, vous avez un autre paramètre biologique, SCVO2 ou SVO2. La SVO2, en fait, c'est le reflet de l'oxygénation tissulaire, c'est le sang veineux mêlé qui, lors du cathétérisme, est directement collecté au niveau de l'artère pulmonaire. C'est une sommation de l'oxygénation au niveau de la partie supérieure et inférieure du cœur, mais aussi du sinus coronaire, à la différence de la SCVO2, elle, qui est prise dans la POD, au niveau de l'OD, pardon. Et donc, en fait, c'est juste le reflet d'un métabolisme et de l'oxygénation de la partie supérieure du cœur. Du corps, pardon. Il y a une variation d'à peu près 5% entre les deux, mais globalement, lorsque un évolue dans le mauvais sens, l'autre fait la même chose. Et on constate que lorsqu'il y a une diminution du travail cardiaque, il y a une diminution de la SVO2, sachant que cette valeur biologique peut être interprétée uniquement lorsque le patient a une saturation et une hémoglobine normale. Et on considère qu'une valeur critique inférieure à 50% est une valeur critique pour une valeur normale à plus de 75%. Fer de lance de notre évaluation, l'échographie cardiaque, qui permet d'apporter beaucoup de réponses à nos interrogations, nous donne des informations sur la FEVG, les pressions de remplissage, les résistances vasculaires, le débit, l'index, la PAPS, le VD ou la complication mécanique. Ici, vous pouvez constater, c'est un patient de 75 ans qui avait présenté un infarctus constitué vu tardivement. Ici, vous avez un trou. En fait, il a présenté un arrêt cardiaque dans le service avec une rupture de la paroi libre du VG. Je ne m'attarde pas là-dessus. La semaine prochaine, le docteur Tronqui nous fera un topo sur l'évaluation non hémodynamique. Moi, je vais vous parler brièvement du cathétérisme cardiaque droit qui apporte beaucoup d'éléments de réponse lorsque on sait maîtriser cet outil. C'est un outil qui permet un monitorage continu de l'index cardiaque, qui nous apporte aussi beaucoup d'éléments sur les pressions, tant sur les pressions droites que sur les pressions gauche, mesure de la SVO2 directement dans la paie, et puis permet une mesure du travail cardiaque par le Cardiac Power Output. En fait, c'est la mesure du travail cardiaque qui est définie par une formule toute simple. C'est PAM moins PAPO divisé par le débit cardiaque multiplié par 450. Et lorsqu'on est supérieur à 0,6, il y a un travail cardiaque efficace. Et lorsqu'on est inférieur à 0,6, le travail cardiaque est inefficace. Et ça reste, c'est une valeur qui grève le pronostic du patient. Par contre, dans les recommandations de l'ESC paru en 2016, la place est relativement peu importante. C'est notamment chez les patients chez qui on a du mal à comprendre le mécanisme de l'insuffisance cardiaque et lorsqu'on veut pousser les investigations. Ça, c'est un premier papier, Escape Trial, qui a enterré un petit peu le cathétérisme cardiaque droit, que c'était une cohorte d'à peu près 400 malades. C'était l'évaluation de l'insuffisance cardiaque décompensée par cathétérisme cardiaque. C'était 200 patients évaluation clinique et 200 patients dans évaluation clinique plus cathétérisme, mais en fait, il n'y avait aucune différence entre les deux. C'est un élément qui n'est pas anodin, ça reste un acte invasif, difficile à manipuler. D'une part parce qu'il faut savoir interpréter les courbes, la manipulation qui expose à des complications, et puis il y a tout un monitorage. Étant donné que c'est un acte invasif, on s'expose à des complications, hématomes, pneumothorax, en fonction de la voie d'abord, ou infectieuses. Chez nos collègues rythmologues, on peut être amené à déplacer des sondes de stimulateurs cardiaques si on n'a pas la main douce.
provoquer des troubles du rythme lorsque la sonde se balade dans le VD, et puis complications rares mais sévères qui est la rupture de l'artère pulmonaire si on gonfle le ballon directement dans la paix. Mais peut apparaître comme un allié important dans la meilleure compréhension du patient. Là, vous avez une étude rétrospective monocentrique, probablement qui manque de puissance. C'était pas beaucoup de malades, 97 patients, et c'était évaluer l'interprétation des paramètres hémodynamiques chez le clinicien seul ou chez le clinicien à l'aide du cathétérisme cardiaque. Et ce qui était intéressant dans ce papier, c'est qu'il y avait 4 types de médecins. Il y avait l'interne, qui était en premier semestre, l'interne de dernière année, l'assistant, et puis le PH confirmé. Et en fait, on constate qu'il y a globalement une différence de 50% sur l'interprétation des données. Par exemple, sur les résistances artérielles pulmonaires, il y a à peu près 50% des praticiens qui n'étaient pas d'accord. Et à l'issue de ce travail, 77% des patients ont eu un changement de leur thérapeutique dès lors qu'on avait une évaluation un peu plus fine par le cathétérisme cardiaque droit. Là, un autre papier, c'était sur plus spécifique dans le choc cardiogénique, c'était l'impact sur la mortalité, étude espagnole, monocentrique, 129 patients entre 2005 et 2009, suivis à peu près de 5 ans. Et on constate que chez les patients qui justifiaient l'usage du cathétérisme cardiaque pour guider les thérapeutiques, il y avait une diminution de la mortalité par rapport à ceux qui n'en avaient pas. Et chose intéressante, le cathétérisme avait une différence significative plus importante chez les patients qui n'avaient pas de cardiopathie ischémique. Autre travail, mais beaucoup plus important, cette fois-ci chez nos collègues nord-américains, c'est une étude rétrospective, 1400 malades multicentriques aux États-Unis sur l'apport du cathé droit par rapport à la mortalité. On avait 50% d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque sur des cardiopathies autres que ischémique. À peu près 70% des malades, c'était des stades C ou D de la classification SKY. C'est globalement les patients qu'on peut être amené à avoir aux soins intensifs, notamment à Annecy. Et on constate que chez ces patients, lorsqu'il y avait l'usage du cathétérisme, mais bien guidé, il y avait une diminution de la mortalité. Et lorsque on regarde chez les patients gravissimes, le stade D ou le stade E, ou même de manière globale, l'apport du cathétérisme cardiaque permet une diminution de cette mortalité. Après avoir parlé de l'évaluation, je vous parlais de la prise en charge. J'ai voulu axer sur le but du traitement, notamment 3 questions. Comment on restaure la volémie? Quels sont à l'heure actuelle les outils pour améliorer la perfusion d'organes? Comme je vous ai dit, il y a une hypoperfusion et donc par conséquent cette vasodilatation. Et surtout, quel projet lorsqu'on commence à réaliser une escalade thérapeutique. Donc, pour restaurer une volémie, je vous ai montré, concernant le phénotype du choc cardiogénique, les patients sont globalement tous insuffisants cardiaques congestifs. Et puis, la pierre angulaire de notre traitement, de notre prise en charge, c'est les diurétiques de Lens. Lorsque le patient est natif de diurétique, il faut faire 20 à 40 mg de furosémide IV. Lorsque le patient est déjà sous diurétique, par exemple un insuffisant cardiaque chronique, il faut utiliser la dose Péros en IV, que ce soit une administration par bolus ou IVSE sur 24 heures. Dans les recommandations, les gens sont unanimes, ça a le même effet. Et puis, lors de la mauvaise réponse du traitement, il ne faut pas oublier qu'on peut y associer les thiazidiques ou les anti-aldostérones, notamment chez les patients traités par diurétiques au long cours. Ça s'explique notamment à cet endroit-là. Étant donné que les diurétiques de Lens agissent sur la partie ascendante de l'anse de Henle, ils vont développer ce qu'on appelle le syndrome de résistance aux diurétiques avec l'hypertrophie du tubule, alors que lorsque on est sur le tube collecteur distal, que ce soit la partie proximale ou distale, ces gens sont natifs et donc il peut y avoir une synergie des diurétiques. Papier intéressant sur la gestion dans les premières 24 heures du patient
présentant une décompensation cardiaque, paru dans l'European Heart en 2019. Ils reprennent ce que je viens de vous dire, hein, c'est l'usage des diurétiques. Le patient natif, 20 à 40 mg. Patient non natif, c'est sa dose Péros en IV. Eux, ils mettent un point d'honneur à une réévaluation assez précoce, avec dans les 2 heures réalisation d'un ionogramme urinaire pour voir la natriurèse, et puis à 6 heures, voir la réponse aux diurétiques avec deux paramètres, la natriurèse supérieure à 50 ou 70 milliequivalents par litre, et une réponse aux diurétiques supérieure à 100 à 150 millilitres heure. Et lorsque le patient a une bonne réponse, il faut évaluer la congestion et réitérer les diurétiques, alors que si le patient a une mauvaise réponse, il faut augmenter la dose des diurétiques jusqu'à l'obtention d'une réponse satisfaisante. Et puis, plus loin dans le papier, il parle de la prise en charge au-delà des 24 heures, avec un cut-off de diurèse posé à 3 ou 4 litres dans les 24 heures, permettant de dire si le patient a une bonne réponse aux diurétiques. Il faut lever le pied par contre sur les diurétiques à partir de plus de 5 litres de diurèse pour éviter de s'exposer au risque d'insuffisance rénale fonctionnelle ultérieure. Comment on restaure la perfusion chez ces patients? À gauche, vous avez l'étude Optima CC qui a été pilotée par Bruno Lévy en 2018. Il n'y a pas beaucoup de patients, c'est 57 patients, mais cette étude a été arrêtée précocement à cause d'une surmortalité dans le groupe épinéphrine versus norépinéphrine. Ça s'explique par l'adrénaline. Il y a une augmentation du travail cardiaque, donc une augmentation de cette acidose, et donc une augmentation qu'on peut objectiver ici de l'hyperlactatémie dans les premières heures, et donc un surrisque de mortalité. Et on constate que dans ce papier, la norépinéphrine a une meilleure clearance du lactate dans les premières heures et se traduit manifestement par une diminution de la mortalité. Dans le même esprit, une méta-analyse sur l'épinéphrine, 2500 patients, et on constate qu'il y a une surmortalité à l'usage de l'épinéphrine dans le choc cardiogénique avec un odds ratio de 3,3. Juste peut-être l'épinéphrine, c'est l'adrénaline? Ouais, mon papier. Quid du lévosimendan? C'est un médicament qui est intéressant par plusieurs aspects. D'une part, c'est un médicament inotrope positif. Il va sensibiliser la protéine C, la troponine C au calcium, donc améliorer l'inotropisme. Il a aussi un effet cardioprotecteur sans augmenter la consommation d'oxygène par recapture du calcium. Et puis, il a un effet vasodilatateur en jouant sur les canaux potassiques ATP dépendants. Sauf que dans le choc cardiogénique, l'évidence-based medicine du lévosimendan est quasiment nulle, avec des études en 2017, par exemple, par Landoni, publiées dans New England, qui restent négatives. Globalement, tous les papiers sur le lévosimendan dans le choc cardiogénique sont négatifs. Le lévosimendan a une place un peu plus prépondérante chez les patients insuffisants cardiaques terminales sans choc cardiogénique, avec des cures de lévosimendan. Et donc, il y a une méta-analyse récente qui est sortie à ce sujet, avec une diminution de la mortalité et une diminution des réhospitalisations pour insuffisance cardiaque. On peut proposer par exemple ce type de traitement chez les patients qui sont en attente de greffe ou bien compensés à la maison. On peut restaurer aussi la perfusion grâce à l'assistance. Je ne vais pas m'étaler sur le sujet. La contre-pulsion n'a aucune place dans la prise en charge du choc cardiogénique en termes de mortalité. Vous voyez ici en 2013 un papier du Lancet, le forest plot. Il n'y a aucun avantage à la contre-pulsion. Et puis en termes de mortalité, contre-pulsion versus groupe contrôle à 1 an, c'est pareil. Sauf qu'il ne faut pas oublier que la contre-pulsion peut encore servir, notamment dans les centres secondaires. Si un patient développe une complication mécanique d'un infarctus, pour bridge to surgery ou bridge to transfert.
Mais dès lors qu'on aborde ces patients lourds, avec une mortalité assez importante, il faut anticiper l'échappement thérapeutique chez ces patients, pardon, parce qu'à un moment ou un autre, si le patient évolue favorablement, bon, on est plutôt satisfait, mais dès lors que le patient commence un petit peu à patiner, tant sur le plan clinique, biologique, qu'on commence à upgrader les thérapeutiques, il faut se poser les bonnes questions au bon moment, parce que l'issue peut être fatale, et il y a des options qui peuvent être proposées à ce patient, soit l'assistance monogauche, si c'est une défaillance cardiaque gauche pure, ou la transplantation cardiaque. Et donc ici, on peut constater que les comorbidités, notamment les troubles psychiatriques, peuvent influer dans la décision de poursuivre les thérapeutiques. Il y a aussi d'autres éléments, les patients qui ont des artériopathies sévères, l'HTP fixé, l'atteinte pulmonaire hépatique, il y a aussi le diabète avec multicompliqués, et puis il y a aussi une donnée importante qui reste l'âge, à plus de 65 ans. La transplantation cardiaque est globalement exclue de la prise en charge. On peut aller jusqu'à 66 ans, mais il faut que le patient soit nickel sur le papier et pas d'autres comorbidités. Et puis, une fois qu'on s'est posé toutes ces questions, on est sur deux options, soit une attitude maximaliste, où là, on prend l'avis des réanimateurs, du centre d'expertise, pour le transférer le patient et proposer un projet d'assistance monogauche ou de transplantation. Et si on constate qu'on est dans une impasse thérapeutique, il ne faut pas avoir peur d'aborder le projet de soins palliatifs en accord avec le patient et surtout avec la famille, parce que ça peut être un accompagnement long, délicat, douloureux, mais aussi il faut prendre en considération l'avis des paramédicaux qui, de temps en temps, ne comprennent pas forcément pourquoi on s'acharne alors que on sait très bien que l'impasse est défavorable. En conclusion, le choc cardiogénique, c'est une urgence médicale qu'il ne faut pas négliger. Il faut avoir une évaluation multiparamétrique, tant sur le plan clinique, biologique, avec le lactate, la SVO2, l'échocardiographie cardiaque, l'usage du cathétérisme cardiaque droit selon les habitudes de certains, bien sûr à pondérer si on s'expose à trop de complications. Pour être le plus efficace possible, il faut définir des protocoles pour avoir une prise en charge optimale. Par exemple, ça peut être l'objet d'une discussion au sein de l'équipe, de se dire que le patient qui présente un choc cardiogénique doit avoir tel bilan d'entrée, sonde urinaire pour quantifier la diurèse, réévaluation avec un bilan systématique à 2 heures par exemple, pose d'une voie centrale, cathé artérielle, et puis avoir une fiche type sur les questions qu'on doit se poser au patient, même si c'est un peu précoce dans la prise en charge, mais vaut mieux anticiper que de se retrouver un petit peu bloqué sur le fait d'avoir un patient jeune à qui on ne sait pas, sur lequel on ne s'est pas penché, et de se dire bon bah on l'envoie en réanimation, puis il est transféré dans un autre centre et qui finit par décéder. D'une part, c'est douloureux pour la famille, et puis il faut penser avant tout au confort du patient. Merci.